Le portail grinça lorsque Manon poussa le vieux bois de la main qui ne tenait pas sa valise. Le soleil rasait déjà les collines et la lumière orangée baignait la cour en terre battue d'une ferme qui semblait fatiguée, tout comme l'homme debout sous le porche. Géraud tenait un bébé dans ses bras qui pleurait doucement, de ce genre de pleurs qui ont épuisé toute demande. À ses côtés, une fillette d'environ 6 ans regardait l'inconnu avec des yeux trop durs pour une enfant. La cuisine était sombre, le foyer froid, et l'odeur qui émanait de cette maison n'était pas celle de la nourriture, mais de l'abandon. C'est là, en voyant cet homme fort à genoux à l'intérieur, que Manon prit une profonde inspiration et prononça les mots qui allaient changer le destin de tous. « Si vous me laissez rester, je peux préparer le dîner. » Et ce qui semblait n'être qu'une phrase de jeune femme affamée, mes amis, est devenue l'une des plus belles histoires que ces chemins de terre aient portées au vent. Si vous croyez que Dieu place parfois la bonne personne sur notre chemin juste quand l'espoir s'éteint, laissez-moi un pouce bleu maintenant. Abonnez-vous ici à la chaîne Contes d'autrefois. Activez la clochette pour ne manquer aucune histoire et dites-moi en commentaire de quel coin du monde vous nous écoutez. Commençons. Dans les villages de campagne, autrefois des histoires comme celle-ci se racontaient entre rivières et chemins de terre. Le chemin qui traversait ce lopin de terre n'avait pas de nom sur les cartes, car les cartes ne s'occupaient pas des endroits où le monde semblait avoir oublié d'arriver. C'était un large sentier de terre rouge, tassé entre des collines rondes couvertes d'herbes sèches, et on y voyait à peine âmes qui vivent à cette heure. Le soleil de l'après-midi frappait sans pitié, et le silence n'était rompu que par le chant triste d'une tourterelle cachée dans quelques buissons. Manon marchait sur ce chemin depuis près de 3 jours, s'arrêtant au bord des ruisseaux pour boire de l'eau et dormant sous les arbres à la nuit tombée. La petite valise en cuir battait contre sa jambe à chaque pas, et à l'intérieur, il y avait peu de choses que le monde considérait de valeur. Mais tout ce que Manon possédait de vraiment précieux, un change de vêtements, un peigne en os de sa mère et un carnet à couverture rigide, où la petite écriture de sa mère enregistrait des recettes venues de loin, de grand-mère en fille, de fille en petite-fille. Manon avait 22 ans, mais portait sur son corps et dans son âme le poids de celle qui avait déjà vécu trop de vie en peu de temps. Son père, muletier de métier et vagabond par nature, était mort en tombant de sa mule alors qu'elle était encore enfant, ne laissant derrière lui que des dettes et la douce nostalgie d'un homme qui passait plus de temps sur les routes qu'à la maison. Sa mère, lavandière aux mains gercées et au cœur doux, tint bon 2 ans de plus, jusqu'à ce que la tuberculose fasse ce que la tristesse n'avait pas réussi. Manon resta seule à 16 ans et fut recueillie par une grand-tante nommée Thérèse, qui vivait dans une petite maison louée au fond d'une pension et gagnait sa vie avec de menus travaux de couture. Tante Thérèse était une femme rigide à l'extérieur, mais elle avait une affection silencieuse qui se manifestait dans ses gestes. Et c'est elle qui apprit à Manon à transformer peu en beaucoup dans une cuisine, à étirer une poignée de farine en nourriture pour 3 jours, à faire d'un os de bœuf un bouillon qui ressuscitait même un malade. Manon s'occupa de tante Thérèse pendant 5 ans, la voyant s'éteindre lentement comme une bougie qui se consume sans hâte. Quand le cœur de la tante se reposa finalement un matin de mars, Manon réalisa qu'elle n'avait plus personne au monde. Le propriétaire de la petite maison apparut avant l'enterrement pour demander quand elle déménagerait. Il n'y avait pas d'héritage, pas de parents éloignés, pas d'homme qui l'attendait. Il n'y avait que le chemin et l'espoir têtu que quelque part on aurait besoin d'une jeune femme qui savait travailler. Elle rassembla le peu qu'elle avait dans sa valise. Elle glissa le carnet de recettes de sa mère entre ses vêtements comme on garde une relique sacrée, et partit sans se retourner, car regarder en arrière était un luxe que les gens sans foyer ne pouvaient pas se permettre. La ferme apparut en cette fin d'après-midi comme un mirage au milieu de nulle part. Manon n'y crut presque pas quand elle vit le portail en bois, la grande cour en terre, la maison aux murs blancs et aux toits de tuiles, l'enclos avec quelques vaches maigres, et un enclos de poules picorant sans but. Ce n'était pas un endroit riche, mais c'était un endroit habité, et des gens signifiaient la possibilité d'un plat chaud et d'un coin pour dormir. Elle s'arrêta au bord du chemin. Elle arrangea sa tresse que le vent avait à moitié défaite. Elle secoua la poussière de sa robe claire, qui n'était plus si claire après 3 jours de marche, et prit une profonde inspiration avant de pousser le portail. Le grincement du bois résonna dans la cour et fut suffisant pour attirer l'attention de ceux qui étaient là. La première chose que Manon vit fut la fillette. Elle était assise sur un petit tabouret près du poulailler, épluchant des pommes de terre avec un sérieux qui ne convenait à aucun enfant, car c'était l'expression de celle qui avait déjà appris que le monde n'est pas un endroit sûr. Elle avait les cheveux châtains coupés au niveau du menton, une simple robe en tissu usé, et un regard qui mesurait l'étrangère de la tête aux pieds, sans rien dire, sans faire de signe, sans sourire. Manon allait ouvrir la bouche pour parler quand elle entendit les pleurs. Il venait de l'intérieur de la maison, un léger gémissement de bébé qui avait déjà épuisé sa voix à force de pleurer. Et avec lui apparut l'homme. Géraud apparut à la porte comme quelqu'un qui sort d'une bataille sans fin. Il était grand, avec de larges épaules et d'énormes mains d'homme qui travaillent la terre depuis toujours. Mais tout en lui criait la fatigue.
Sa barbe n'avait pas été rasée depuis des jours. Sa chemise en lin froissé avait une tache de lait sur l'épaule, et ses yeux creusés portaient ce genre d'épuisement que l'on ne guérit pas avec une nuit de sommeil, car ce n'était pas seulement le corps qui était brisé. Dans son bras gauche, il tenait un bébé d'environ 7 ou 8 mois enveloppé dans un drap qui avait connu des jours meilleurs. Et l'enfant se tordait et geignait avec cette inquiétude de celui qui a besoin de quelque chose que son père ne s'est pas donné. Géraud regarda Manon avec surprise et avec quelque chose qui ressemblait à de la méfiance, car à cette époque, une femme seule sur la route était une chose qui soulevait des questions. Manon ravala sa nervosité et parla de la voix la plus ferme qu'elle put, s'excusant du dérangement et disant qu'elle voulait juste un verre d'eau pour continuer son chemin. Géraud descendit prudemment les 2 marches du porche, équilibrant le bébé qui ne cessait de bouger, et répondit qu'il y avait de l'eau, mais qu'elle devrait entrer et se servir elle-même, car il ne pouvait pas lâcher l'enfant. Manon le remercia et se dirigea vers la maison, passant à côté de la fillette qui restait assise sur le tabouret, suivant chaque pas de l'étrangère avec ses yeux vigilants. Quand Manon entra dans la cuisine, ce qu'elle vit lui serra le cœur d'une manière qu'elle connaissait, car c'était le même désordre triste qu'elle avait vu dans la maison de tante Thérèse les derniers mois, quand la vieille ne pouvait plus tenir les choses en ordre. Le foyer à bois était froid, avec des cendres accumulées depuis des jours. Des casseroles sales s'empilaient dans l'évier en pierre, des restes de nourriture séchés collés à la table. Il n'y avait aucun signe de dîner en préparation, aucune odeur de haricots sur le feu, pas de pain refroidissant sous un torchon. Elle regarda la jarre en terre cuite dans le coin, se servit de l'eau et but lentement en réfléchissant. Puis elle regarda de nouveau la cuisine, les casseroles, le foyer éteint, la fenêtre par où elle voyait Géraud dans la cour, essayant en vain de calmer le bébé, tandis que la fillette recommençait à éplucher des pommes de terre avec des mouvements mécaniques. Manon pensa au chemin qui l'attendait dehors, au village incertain, aux portes qui pouvaient s'ouvrir ou non. Et elle pensa à cette maison qui avait besoin de quelqu'un, de la même manière qu'elle avait besoin d'un endroit. La décision se forma avant que la raison ne puisse discuter. Elle sortit de la cuisine, se rendit au porche où Géraud s'était assis avec le bébé et parla sans détour, sans demander la permission à son propre courage. « Monsieur Géraud, j'ai vu que le foyer est froid et que les enfants n'ont pas dîné. Si vous me laissez rester, je peux préparer le dîner. Et si le dîner vous plaît, nous discuterons du reste. » Géraud regarda cette jeune femme à la tresse défaite et à la robe poussiéreuse, apparue de nulle part, offrant de la nourriture comme on offre le salut, et il sentit un mélange d'étonnement et de méfiance, luttant contre la fatigue qui ne supportait plus rien. Il aurait dû dire non. Il aurait dû remercier poliment et dire à la jeune femme de continuer son chemin. Mais le bébé pleurait dans son bras. Sa fille était dehors, épluchant des pommes de terre seule comme une vieille en miniature, et cela faisait 3 jours qu'aucun d'eux n'avait mangé un vrai repas. La honte d'admettre qu'il ne pouvait pas peser moins lourd que la faim de ses enfants. Il hocha la tête d'un geste bref, et Manon n'attendit pas qu'il change d'avis. Elle entra dans la cuisine comme on entre dans un champ de travail, retoussa les manches de sa robe et commença par le foyer. Elle nettoya la vieille cendre, arrangea le bois empilé dans le coin et, avec l'habileté de celle qui avait fait cela toute sa vie, alluma le feu du premier coup. Pendant que les flammes prenaient de la force, elle fouilla dans le garde-manger et trouva des haricots blancs trempés que personne n'avait cuits, un morceau de lard, de la farine de maïs, quelques œufs, et les pommes de terre que la fillette épluchait dehors, ce n'était pas grand-chose. Mais Manon avait appris de sa mère que cuisiner n'est pas une question d'abondance, c'est une question de savoir-faire. En moins d'1 heure, la cuisine de cette ferme sentait la vraie nourriture pour la première fois depuis de nombreux mois. Les haricots bouillonnaient épais dans la marmite en fer. Les pommes de terre cuites fumaient dans un plat, les œufs au plat brillaient dans la poêle noire, et l'odeur se répandait dans toute la maison comme une présence vivante qui chassait la tristesse de chaque recoin. La fillette fut la première à apparaître à la porte de la cuisine, attirée par l'odeur comme un petit animal sauvage qui flaire la nourriture. Elle resta là, regardant Manon avec ce mélange de faim et de méfiance qui brisait le cœur. Manon ne força pas la conversation, elle arrangea simplement la table avec ce qu'elle trouva, posa 3 assiettes et servit la nourriture en silence, comme si elle faisait cela tous les jours, comme si elle appartenait à cette cuisine depuis toujours. Géraud entra avec le bébé dans les bras, s'arrêta à la porte et regarda la table dressée avec une expression que Manon ne sut pas lire, mais qui semblait être de la douleur mêlée à autre chose. Il s'assit lentement, installa l'enfant sur ses genoux et regarda l'assiette comme s'il ne croyait pas que c'était réel. Ils mangèrent presque sans parler. La fillette, que Manon découvrirait s'appeler Claire, mangea tout ce qu'il y avait dans son assiette et resta à regarder la marmite avec une faim qui n'était pas seulement celle de la nourriture. Manon en servit davantage sans demander et la fillette accepta sans remercier. Mais elle mangea chaque bouchée avec une attention qui en disait plus que n'importe quel mot. Géraud mangea lentement, mâchant avec soin,
et Manon réalisa qu'il luttait contre quelque chose en lui, contre une émotion que les hommes de cette époque et de ce lieu ne se permettaient pas de montrer. Le bébé, qui s'était calmé avec la chaleur de la cuisine et l'odeur de la nourriture, s'endormit sur les genoux de son père, la petite bouche entr'ouverte. Et quand le dîner fut terminé et que le silence s'installa dans cette cuisine chaude, Géraud regarda Manon et dit seulement que la petite chambre du fond était vide et qu'elle pouvait y rester cette nuit, qu'il parlerait le matin. Manon remercia d'un geste et rangea les assiettes. Elle lava tout en silence, tandis que Géraud emmenait les enfants dans leur chambre. Et quand elle fut seule dans la cuisine, elle écouta les bruits de la ferme s'installant pour la nuit. Le bêlement lointain du bétail, le vent dans les arbres du verger, le crépitement des dernières braises dans le foyer. Avant de se rendre dans la petite chambre, ses yeux s'arrêtèrent sur une photographie accrochée au mur du salon entre un crucifix en bois et une brindille de romarin séché. C'était le portrait d'une jeune femme aux yeux clairs et aux cheveux foncés, avec un sourire serein qui semblait bénir toute la maison. Manon regarda ce visage et sentit quelque chose d'étrange bouger dans sa poitrine, une sensation qui n'était ni tristesse ni joie, mais quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Elle détourna rapidement le regard et se dirigea vers la chambre, où elle s'allongea sur le lit étroit au matelas mince et ferma les yeux, écoutant la respiration de la maison autour d'elle. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des semaines, personne ne pleura dans cette ferme, ni le bébé, ni la fillette, ni l'homme. Et Manon, qui n'avait pas où tomber morte ce matin-là, s'endormit en sentant que juste peu être, ce foyer froid l'attendait. Le soleil dormait encore derrière les collines lorsque Manon ouvrit les yeux en ce premier matin. Son corps lui faisait mal du voyage, mais sa tête était déjà éveillée avant le reste. Car une tête de femme qui a besoin de prouver sa valeur ne repose pas bien. Elle se leva, enfila la même robe qu'elle avait lavée la veille et étendue à la fenêtre, et marcha pieds nus dans le couloir sombre jusqu'à la cuisine. Tout était tel qu'elle l'avait laissé, propre et rangé, et le silence de la maison était de ceux qui font qu'on entend même son propre cœur battre. Manon alluma le foyer dans l'obscurité par habitude, par le toucher, par l'instinct que des années de cuisine lui avaient gravé dans les mains. Et lorsque les premières flammes illuminèrent les murs de chaux, elle sentit qu'elle faisait ce qu'il fallait. Elle fit bouillir de l'eau, trouva une poignée de café torréfié dans une boîte en fer blanc, le moulut, et le fit infuser lentement, laissant la forte odeur s'emparer de chaque recoin comme une invitation silencieuse. Géraud apparut à la porte de la cuisine, avant que le café ne soit prêt, le bébé accroché à son bras, et l'expression de celui qui n'avait pas assez dormi, mais qui s'y était habitué. Il resta un instant immobile, regardant Manon s'activer dans la cuisine comme si elle connaissait chaque recoin, chaque marmite, chaque cuillère. Et quelque chose dans cette scène le dérangeait d'une manière qu'il ne pouvait expliquer. Ce n'était pas une mauvaise gêne, c'était la gêne de voir quelqu'un occuper un espace qui avait été vide trop longtemps, comme quand on ouvre la fenêtre après des mois de fermeture et que la lumière entre fort dans les yeux. Manon nota sa présence et lui offrit du café sans cérémonie, préparant déjà une tasse de lait tiède pour le bébé, avec le soin de celle qui sait qu'un petit enfant a besoin de nourriture juste à sa mesure. Géraud accepta le café et s'assit à table sans trop savoir quoi dire, car parler le matin n'était pas une habitude qu'il avait gardée depuis le départ de Rose. C'est là, autour de ce café du premier matin, que tous deux scellèrent l'accord sans avoir besoin de beaucoup de mots. Géraud dit qu'il n'avait pas d'argent pour payer un salaire, que la ferme ne produisait que le strict nécessaire depuis qu'il était seul, qu'il arrivait à peine à s'occuper du bétail et des semailles, sans avoir à courir sans cesse à l'intérieur pour les enfants. Manon répondit qu'elle ne demandait pas de salaire, qu'elle demandait un toit, de la nourriture et le droit de rester tant qu'elle serait utile. Elle dit qu'elle savait cuisiner, laver, coudre, s'occuper du potager et élever des enfants, et qu'elle n'avait pas peur du travail pénible. Géraud resta silencieux un instant, faisant tourner la tasse entre ses mains épaisses, puis il hocha la tête de cette manière économique que Manon apprendrait à reconnaître comme sa façon de tout dire, sans gaspiller une syllabe. Ainsi fut l'accord, simple comme une poignée de main au portail, et Manon retroussa ses manches avant que le soleil n'ait fini de se lever. Les premiers jours furent faits de travail acharné et de silence prudent. Manon transforma cette cuisine abandonnée en cœur de la maison à nouveau. Elle se levait avant tout le monde, allumait le feu, préparait le café avec du pain de campagne ou des galettes, nourrissait le petit Antonin avec une bouillie de céréales parfaitement préparée, et avait le déjeuner prêt lorsque Géraud revenait des champs, couvert de sueur et de poussière. La maison retrouva une odeur de présence humaine. Les casseroles brillèrent de nouveau sur le crochet du mur. Les vêtements apparurent lavés et pliés dans les malles. La cour fut balayée. Le potager qui était redevenu une friche fut désherbé, et peu à peu, de nouvelles pousses de choux, de ciboulettes, de coriandre et de menthe, que Manon avait plantées avec des graines demandées à un colporteur de passage, y poussèrent. Géraud observait tout avec un étonnement qu'il tentait de dissimuler. Il revenait des champs,
et trouvait la maison transformée chaque jour, ses enfants propres et nourris, le dîner fumant sur le foyer, et il ressentait une gratitude si grande qu'elle lui faisait parfois mal à la poitrine, car la gratitude, lorsqu'elle se mêle à la culpabilité, devient un nœud difficile à défaire. La culpabilité vivait en lui depuis la nuit où Rose était tombée malade. C'était une fièvre arrivée sans crier gare, de celle que les gens de la campagne appelaient la mauvaise chaleur et qui emportait des gens forts en quelques jours. Géraud était dans un pâturage lointain, s'occupant d'un taureau tombé dans un fossé. Et quand il revint 2 jours plus tard, Rose était déjà brûlante de fièvre au lit, les yeux vitreux, le corps tremblant sous 3 couvertures. Il chevaucha toute la nuit jusqu'au village pour chercher le médecin, mais quand ils arrivèrent à la ferme, la fièvre avait déjà fait les dégâts qu'elle voulait. Rose dura 2 jours de plus, délirant, appelant les enfants, et mourut un matin de pluie, la main de Géraud serrant la sienne. Claire était éveillée quand cela se produisit. Elle avait 5 ans, et vit tout depuis la porte de sa chambre. Elle vit son père pleurer pour la première fois, elle vit sa mère cesser de respirer, et à partir de ce jour, la fillette ne fut plus une enfant. C'était précisément Claire le défi que Manon n'avait pas prévu. L'enfant ne criait pas, ne faisait pas de caprices, ne pleurait pas, elle faisait pire. Elle ignorait Manon comme si elle n'existait pas. Quand Manon servait l'assiette, Claire la poussait de côté et allait manger de la farine sèche avec ses mains, parce que la farine sèche était ce que son père lui donnait avant. Quand Manon essayait de coiffer les cheveux emmêlés de la fillette, elle s'éclipsait sans dire un mot et allait se cacher derrière le poulailler. Quand Manon rangeait la chambre, Claire mettait tout en désordre à nouveau et remettait les choses au mauvais endroit où elles se trouvaient avant, comme si maintenir le désordre, c'était maintenir sa mère en vie. C'était une résistance silencieuse et féroce, qui n'avait rien d'enfantin. Et Manon, qui avait déjà vu la douleur sous de nombreuses formes, reconnut là la douleur la plus dangereuse de toutes, celle de celui qui refuse de laisser entrer quoi que ce soit de nouveau par peur de perdre encore une fois. Manon ne força pas, n'insista pas avec le peigne, n'obligea pas à manger, n'essaya pas d'embrasser quand elle n'était pas désirée, elle resta simplement là, constante, comme le foyer allumé chaque matin, présente comme l'odeur de la nourriture à l'heure juste, et laissa la fillette venir en son temps, si elle venait. Pendant ce temps, elle consacra au petit Antonin les soins dont l'enfant avait besoin depuis des mois. Le bébé était maigre, irritable, pleurait beaucoup la nuit avec des coliques qui empêchaient tout le monde de dormir. Manon réalisa que Géraud nourrissait l'enfant avec du lait de vache pur, trop lourd pour l'estomac d'une si petite créature, et elle changea tout. Elle commença à diluer le lait, à le tiédir juste à point, à y ajouter une pincée de sucre et un filet de tisane d'anis, et les coliques diminuèrent. En 2 semaines, Antonin dormait toute la nuit. En 1 mois, il était un bébé différent, potelé, rieur, qui tendait ses petits bras quand il voyait Manon s'approcher. Géraud voyait tout cela et s'adoucissait de l'intérieur sans s'en rendre compte. Il commença à rentrer des champs plus tôt, non pas parce que le travail avait diminué, mais parce que la maison était redevenue un endroit où l'on voulait être. Il commença à parler davantage pendant les repas. D'abord de choses de la ferme, puis des enfants, puis de sujets qui n'avaient aucune utilité, mais qui remplissaient le silence de quelque chose de bon. Manon écoutait avec une attention sincère, posait des questions sur le bétail, sur les semailles, sur la terre, et Géraud se découvrait expliquant les choses avec une patience qu'il ne savait pas avoir, presque souriant quand elle comprenait vite. Mais aucun d'eux ne touchait au sujet qui flottait au-dessus de la maison comme un nuage de pluie qui ne tombe pas. Aucun d'eux ne parlait de Rose. La 2e semaine apporta la première visite de l'extérieur. Monsieur Norbert, un fermier voisin de longue date, apparut un mercredi après-midi monté sur un cheval alezan qui avait connu des jours meilleurs, tout comme son propriétaire. C'était un homme respecté dans la région, veuf aussi, mais d'une ancienne veuvage, de celle qui se transforme en une croûte autour du cœur. Il avait perdu sa femme il y a plus de 15 ans et ne s'en était jamais remis, vivant seul dans une ferme trop grande pour un homme seul, avec des ouvriers qui s'occupaient de tout, tandis qu'il s'éteignait lentement dans un fauteuil à bascule, entouré d'eau-de-vie et de silence. Monsieur Norbert aimait Géraud comme on aime un fils que l'on n'a pas eu, et venait de temps en temps vérifier si le jeune homme supportait le poids. Ce jour-là, il trouva la maison différente, et la jeune femme dans la cuisine, et ses sourcils se levèrent plus haut que son chapeau quand il l'ôta de sa tête. Géraud expliqua la situation en quelques mots, et Monsieur Norbert écouta en silence, le regard allant de l'homme à la jeune femme et aux enfants, avec cette expression de celui qui a assez vécu pour savoir que la vie crée des imbroglios que personne ne planifie. Le vieux ne dit pas s'il approuvait ou désapprouvait. Il but simplement le café que Manon servit. Il loua le pain de campagne d'un grognement qui était le plus proche d'un compliment qu'il put faire. Et au moment de partir, il tira Géraud à part dans la cour. Ce qu'il lui dit fut court et direct, que la jeune femme semblait être une personne de bien,
et que la maison était mieux que ce qu'il l'avait vu depuis des mois, mais que les gens du village étaient déjà au courant parce que les colporteurs portaient les nouvelles plus vite que le vent et que Madame Geneviève, la voisine de Rose, qui tenait le magasin, sur la place, racontait à qui voulait l'entendre que Géraud avait trouvé une femme avant d'avoir achevé le deuil de son épouse. Géraud sentit le sang lui monter à la tête, mais M. Norbert leva la main pour demander le calme et dit qu'il n'était pas là pour juger, que chacun connaît la douleur qu'il porte et le remède dont il a besoin, mais qu'il fasse attention, car les potins de village sont capables de détruire plus qu'une inondation. Cette nuit-là, après que Géraud se fut retiré et que la maison fut plongée dans l'obscurité, Manon s'assit sur le lit de la petite chambre du fond, le carnet de recettes de sa mère ouvert sur ses genoux. Elle tournait lentement les pages, lisant les annotations écrites au crayon d'une petite écriture penchée. Et chaque recette apportait avec elle le fantôme d'un souvenir. Le gâteau à l'orange des dimanches après-midi, le riz au lait de la fête de la Saint-Jean, la bouillie que sa mère faisait quand Manon tombait malade. Au milieu du carnet, entre la recette des sablés et celle de la pâte de coin, il y avait une page arrachée. Le morceau de papier restant montrait qu'elle avait été déchirée à la hâte, et Manon passa son doigt sur le bord irrégulier avec une tristesse ancienne. C'était la recette du gâteau d'anniversaire que sa mère lui faisait, un gâteau à la crème avec une confiture de fruits qui avait le goût de l'enfance et de l'appartenance à quelqu'un. La page s'était perdue lors du déménagement après la mort de sa mère, ou peut être avant, Manon ne le sut jamais. Elle savait seulement que depuis que cette recette avait disparu, elle n'avait plus jamais célébré son anniversaire, car sans ce gâteau, la date n'était qu'un jour vide de plus. Elle ferma le carnet, le rangea sous l'oreiller et éteignit la veilleuse. C'est alors qu'elle entendit un bruit, de petits pas dans le couloir, légers comme ceux d'un chat. Manon resta immobile dans son lit, retenant sa respiration, et entendit les pas s'arrêter dans la cuisine. Elle attendit un instant et se leva lentement, marchant sans faire de bruit jusqu'à la porte. Ce qu'elle vit lui serra le cœur d'une manière inattendue. Claire se tenait devant la fenêtre de la cuisine, pieds nus, en chemise de nuit blanche, le visage collé à la vitre sombre, regardant dehors. La fillette ne pleurait pas, ne faisait aucun bruit. Elle restait simplement là, immobile, regardant le chemin de terre qui disparaissait dans l'obscurité, attendant. Manon comprit sans avoir besoin d'explication, car il y a des choses qui se comprennent avec le cœur et non avec la tête. Claire attendait le retour de sa mère. Toutes les nuits, pendant que son père dormait du sommeil lourd de la fatigue, cette fillette de 6 ans se levait et allait à la fenêtre attendre que sa mère apparaisse sur le chemin, car personne n'avait réussi à convaincre son cœur que ceux qui s'en vont sous la terre ne reviennent pas par le chemin d'en haut. Manon retourna dans sa chambre en silence, sans que la fillette ne s'en aperçoive, et s'allongea les yeux ouverts dans l'obscurité pendant longtemps, ressentant le poids de ce qu'elle savait maintenant. S'occuper de cette maison n'était pas seulement une question de foyer allumé et de linge lavé. C'était une question de guérir des blessures que personne ne voyait, qui saignaient dans l'obscurité, qui faisaient plus mal à ceux qui n'avaient pas l'âge de comprendre ce que signifie perdre pour toujours. Les semaines s'écoulèrent au rythme de cette routine qui s'installe sans permission. Et la ferme de Géraud retrouva un visage qu'elle n'avait pas eu depuis longtemps. Le potager de Manon donnait déjà ses premiers fruits. La cour était toujours balayée. Les poules se remirent à pondre régulièrement, car elles avaient maintenant de la nourriture à l'heure juste, et la maison sentait la nourriture toute la journée, car Manon était de ces femmes qui cuisinent comme on prie, avec la foi que la nourriture guérit ce que la médecine n'atteint pas. Géraud travaillait mieux au champ depuis qu'il n'avait plus besoin de porter le bébé attaché sur le dos, ni de courir à l'intérieur à chaque pleur. Le bétail grossissait, les semailles promettaient une bonne récolte, et les 2 ouvriers qui venaient aider aux travaux lourds commentaient entre eux que le patron avait l'air d'un homme à nouveau. Mais si à l'intérieur du portail la vie s'arrangeait, de l'autre côté la tempête se formait lentement, comme ces pluies d'été qui obscurcissent le ciel peu à peu avant de tomber d'un coup. La rumeur arriva au village avant que Manon n'ait passé 1 mois à la ferme, et elle arriva de la pire des manières, par la bouche de celle qui se croit détentrice de la morale d'autrui, Madame Geneviève, veuve de l'ancien propriétaire du magasin, et maintenant elle-même propriétaire du commerce et de toutes les conversations qui y passaient. Elle avait été la voisine de Rose, marraine de baptême de Claire, et se considérait comme la gardienne de la mémoire de la défunte. C'était une femme à la fois bruyante et à la charité sélective, de celles qui récitent le rosaire à la porte de l'église pour que tout le monde voie et parle de la vie des autres comme si c'était un service communautaire. Lorsqu'un colporteur qui avait croisé la jeune femme sur le chemin commenta au magasin qu'il avait vu une jeune femme entrer à la ferme du veuf, Madame Geneviève sentit qu'elle avait reçu une mission sacrée. Elle passa la semaine entière à répandre la nouvelle avec ce ton de fausse préoccupation qui est le déguisement préféré de la médisance, disant que la pauvre Rose
à peine refroidie, et son mari avait déjà mis une autre femme à sa place, que la jeune femme devait être de celles qui vont de ferme en ferme à la recherche de vœux avec des terres, que les enfants étaient élevés par une inconnue sans famille et sans référence. Le poison se répandit dans le village comme une tache d'huile sur l'eau. Et quand Géraud apparut à la foire du mois pour vendre du fromage et acheter des provisions, il sentit les regards avant d'entendre les mots. Les femmes chuchotaient derrière les étals, les hommes détournaient le visage quand il passait, et même le boulanger, qui lui gardait toujours du pain frais, fit semblant d'être en rupture. Géraud n'était pas homme à se soucier des langues étrangères. Il avait la peau dure pour ce genre de choses. Mais quand il revint à la ferme cet après-midi-là, et vit Manon sous le porche avec Antonin dans les bras, chantant doucement une berceuse, tandis que le soleil dorait son visage, il ressentit pour la première fois la peur que cette situation puisse se terminer, que la pression extérieure puisse gâcher ce qui fonctionnait à l'intérieur. Il ne dit rien à Manon à propos de la foire. Il garda son malaise comme les hommes de cette époque le faisaient, repoussant l'inquiétude sous le travail, comme quelqu'un qui enterre une graine et fait semblant d'oublier. Mais Madame Geneviève n'était pas femme à se contenter des ragots. Un vendredi après-midi, alors que le soleil perdait de sa force, et que Manon venait juste de faire tremper les haricots pour le lendemain, le bruit d'une charrette s'arrêta au portail, et 3 femmes descendirent avec des expressions de ceux qui se rendent à un enterrement. Madame Geneviève était en tête, vêtue de noir comme toujours, avec son rosaire au cou et sa Bible, sous le bras comme bouclier de guerre. Derrière venaient 2 voisines du village, Solange et Colette, qui servaient plus de public qu'autre chose. Géraud était au champ, et Manon était seule avec les enfants. Quand elle vit les 3 femmes traverser la cour en direction de la maison, elle sentit son estomac se serrer, mais elle redressa le dos et alla les accueillir sur le porche avec la dignité de celle qui ne doit rien à personne. Madame Geneviève n'attendit même pas d'être invitée à entrer. Elle dit qu'elle venait voir les enfants, qu'en tant que marraine de Claire, elle avait l'obligation de veiller au bien, être de ses filleuls et que les gens du village étaient préoccupés par la situation de cette maison. Les mots sortaient couverts de miel, mais le poison était dans chaque pose, dans chaque regard que Madame Geneviève lançait vers les vêtements de Manon pendus, au séchoir à côté des chemises de Géraud, dans la manière dont elle examinait la cuisine, cherchant des défauts, dans la façon dont elle souleva Antonin du sol, et l'inspecta comme si elle s'attendait à trouver des marques de négligence. Manon resta silencieuse, non par lâcheté, mais parce qu'elle savait qu'une femme pauvre et sans famille, se battant contre une femme de position dans un petit village, était une bataille perdue avant même de commencer. Elle laissa Madame Geneviève se promener dans la maison. Elle laissa les voisines faire des gestes et des grimaces. Et quand elle crut que la tempête allait passer sans pluie, l'éclair frappa. Madame Geneviève s'arrêta devant la photographie de Rose sur le mur du salon et se tourna vers Manon, les yeux humides d'une émotion qui était moitié réelle, moitié mise en scène. Elle dit que c'était la maison de Rose, que cette cuisine était à Rose, que ses enfants étaient à Rose, et qu'aucune étrangère de passage n'avait le droit d'occuper la place d'une femme à peine enterrée depuis quelques mois. Puis elle regarda Manon avec une attention nouvelle, arrêtée, et dit quelque chose qui lui glaça le sang. Elle dit qu'il était curieux de voir à quel point Manon ressemblait à Rose, le même type de cheveux, la même façon de marcher, et que c'est peut-être pour cela que Géraud l'avait accepté si rapidement, parce qu'il ne cherchait pas une aide, mais une copie de sa femme décédée. Les voisines se turent et l'air du salon devint lourd comme avant un orage. Manon sentit les mots atteindre un endroit qu'elle ignorait, car jusque-là, elle n'avait pas remarqué la ressemblance que Madame Geneviève soulignait. Mais maintenant, avec le portrait de Rose au mur derrière elle et le regard venimeux de Madame Geneviève en face, le doute s'installa comme une épine qui entre dans la chair et se brise à l'intérieur. Claire apparut à la porte du salon au milieu de tout cela, attirée par les voix étranges. Et quand elle vit sa marraine, elle se mit à pleurer pour la première fois depuis l'arrivée de Manon. Ce n'étaient pas des pleurs d'enfant qui veut des bras, c'étaient des pleurs de celle qui reconnaît quelqu'un d'un temps qui faisait mal. Et Madame Geneviève en profita pour prendre la fillette dans ses bras et lancer à Manon un regard de triomphe silencieux, comme pour dire que là était la preuve que les enfants avaient besoin de personnes connues et non d'une étrangère. Manon sentit le sol bouger sous ses pieds, mais elle ne chancela pas à l'extérieur. Elle attendit que Madame Geneviève et les voisines soient parties. Elle leur fit un signe d'adieu du portail, la main ferme, et ce n'est que lorsque la charrette disparut dans le virage du chemin qu'elle s'appuya contre le mur et laissa son corps glisser jusqu'au sol, tremblant de tout son être. Ce n'était pas de la colère qu'elle ressentait, c'était quelque chose de pire. C'était le doute qui mordait de l'intérieur, se demandant si Madame Geneviève n'avait pas raison, si Géraud ne la voyait pas comme l'ombre d'une autre, si cet endroit était vraiment le sien ou si elle ne faisait que réchauffer un espace emprunté. Lorsque Géraud rentra des champs en fin d'après-midi et découvrit les signes de la visite,
le dîner mal préparé et Manon aux yeux rougis qu'elle tentait de cacher, il n'eut pas besoin de beaucoup d'explications pour comprendre ce qui s'était passé. Il resta silencieux un long moment, mangeant sans sentir le goût. Et quand Manon se leva pour ramasser les assiettes, il parla sans la regarder, d'une voix basse et prudente, comme quelqu'un qui sait qu'il marche sur un terrain dangereux. Il dit que Madame Geneviève ne commandait pas dans cette ferme et que Manon n'allait nulle part. Manon s'arrêta, le dos tourné vers lui, les mains serrant le bord de l'évier, et demanda sans se retourner s'il la voulait là pour elle-même ou parce qu'elle ressemblait à une autre. Le silence qui suivit fut de ceux qui pèsent des tonnes. Géraud lâcha lentement sa fourchette, regarda le dos de cette femme qui avait sauvé sa maison et ses enfants, et sentit dans sa poitrine une confusion qu'il ne savait démêler. Il dit qu'il n'y avait jamais pensé, que pour lui, Manon était Manon et Rose était Rose, et que s'il y avait une ressemblance, il ne l'avait pas remarquée. Mais les mots sortirent incertains, et Manon perçut l'hésitation comme un coup. Elle finit de laver la vaisselle en silence, et se retira dans sa chambre, sans souhaiter bonne nuit. Et ce fut la première fois qu'ils dormirent tous deux avec une distance entre eux, non pas en maîtres, mais en choses non résolues. Les jours suivants furent étranges et tendus, Manon travaillant plus que jamais, mais parlant moins que jamais, et Géraud rôdant dans la maison avec un sentiment de culpabilité, sans savoir de quoi s'excuser. Il se surprenait à regarder la photographie de Rose au mur, puis Manon dans la cuisine, comparant involontairement, cherchant la ressemblance que Madame Geneviève avait plantée dans sa tête, et s'en voulait de ne pas pouvoir s'arrêter. Manon remarqua les regards et se referma encore plus, et la maison qui avait recommencé à respirer, commença à s'étouffer de nouveau. Claire, avec l'intuition aiguisée que développent les enfants blessés, sentit le changement dans l'air et redevint farouche, comme si la présence de Madame Geneviève avait rouvert la blessure qui commençait à peine à cicatriser. La fillette cessa de manger la nourriture de Manon à nouveau. Elle recommença à éplucher des pommes de terre seule dans la cour. Elle retrouva les longs silences et les regards durs. C'était comme si toute la maison reculait, défaisant nœud par nœud tout ce que Manon avait tissé avec tant de soin. C'est dans ce climat de cordes tendues qu'arriva la nuit la plus longue de cette ferme. Antonin commença à tousser après le dîner, une toux sèche qui devint un catarrhe et qui avant minuit se transforma en fièvre. Manon toucha le front de l'enfant et reconnut la chaleur dangereuse qu'elle avait déjà ressentie tant de fois en s'occupant de tante Thérèse. Elle prépara une tisane de sureau, fit des compresses de tissu mouillé, garda l'enfant dans ses bras en essayant de faire baisser la température avec tout ce qu'elle savait, mais la fièvre ne cédait pas. Antonin brûlait comme une braise, son petit corps secoué de frissons, sa respiration sortant avec un sifflement qui emplissait la maison de peur. Géraud, en voyant son fils dans cet état, sentit la terreur lui monter dans le dos comme une chose vivante, car cette scène était la répétition exacte de ce qui s'était passé avec Rose. La même fièvre, le même tremblement, le même regard vitreux. La mémoire revint entière, cruelle, et avec elle, la panique de celui qui sait déjà comment cette histoire peut se terminer. Géraud attrapa son chapeau et dit qu'il allait chercher le médecin au village, qu'il n'allait pas attendre le lever du jour, qu'il n'allait pas commettre la même erreur 2 fois. Manon essaya d'argumenter que le chemin était sombre et qu'il avait plu l'après-midi, que la route serait dangereuse. Mais elle vit dans ses yeux quelque chose qui n'admettait aucune discussion. C'était le désespoir d'un père qui avait déjà trop perdu et ne supportait plus de perdre quoi que ce soit. Il sella le cheval dans l'obscurité, monta sans regarder en arrière et disparut sur le chemin comme une ombre avalée par la nuit. Manon resta seule avec les 2 enfants, le bébé brûlant de fièvre dans ses bras, et Claire dormant dans sa chambre sans rien savoir. La maison devint immense autour d'elle, chaque ombre paraissant plus grande, chaque bruit de la forêt au dehors semblant une menace. Et Manon pria doucement en changeant les compresses, suppliant Dieu de ne pas emporter d'autres âmes de cette maison qui avait déjà payé un lourd tribut à la souffrance. Il était environ 2 heures du matin quand le pire se produisit. Non pas avec Antonin, qui avait toujours de la fièvre, mais stable dans les bras de Manon, mais avec Claire. La fillette se réveilla au bruit des pleurs de son frère, sortit de sa chambre et vint jusqu'à la cuisine. Et ce qu'elle vit fit s'écrouler son monde. Elle vit Manon tenant le bébé qui tremblait et gémissait. Elle vit les compresses mouillées. Elle vit le thé sur la table. Elle vit la lampe à huile projeter des ombres sur le mur. Et tout cela se mêla dans la tête d'une fillette de 6 ans, à la nuit où sa mère était morte. Le corps de Claire se figea à la porte de la cuisine. Ses yeux s'ouvrirent énormément, et alors vint le cri. Un cri aigu, déchirant, qui n'était pas de peur, mais de pure terreur. La terreur de celle qui revit la pire nuit de sa vie et ne peut séparer le passé du présent. La fillette commença à trembler des pieds à la tête, glissa au sol et se recroquevilla contre le mur, les bras enroulés autour de ses genoux, pleurant d'une manière qui ne semblait pas être des pleurs d'enfant, mais le gémissement d'un animal blessé. Manon sentit le désespoir l'étreindre,
car elle avait un bébé malade dans un bras et une fillette paniquée au sol, et elle était seule au milieu de la nuit sans personne pour l'aider. Mais le désespoir est un luxe qu'une mère ne peut se permettre. Et c'est exactement ce que Manon devint à cette heure-là, sans s'en rendre compte, sans le prévoir, sans demander la permission. Elle coucha Antonin dans le berceau avec soin, couvrit l'enfant et s'agenouilla sur le sol à côté de Claire. La fillette se recroquevilla davantage, fuyant le contact comme un animal acculé. Et Manon n'insista pas. Elle resta là, assise à ses côtés, sans la toucher, sans parler, seulement présente, comme un mur tiède qui protège du vent, sans rien exiger en retour, et elle commença à chanter. C'était une chanson que sa mère chantait les nuits d'orage. Une mélodie simple et répétitive qui ne prétendait pas être jolie, elle prétendait être rassurante, être la même à chaque fois, dire sans mots que tant que cette musique sonnerait, rien de mal n'arriverait. Manon chanta longtemps, répétant la même chanson comme une prière. Et peu à peu, si lentement que cela se remarquait à peine, le corps de Claire cessa de trembler. Les pleurs diminuèrent, les sanglots s'espacèrent, et la fillette lâcha ses genoux qu'elle serrait contre sa poitrine. À un moment que ni l'une ni l'autre ne saurait préciser, Claire appuya sa tête sur l'épaule de Manon. D'abord elle la posa juste, légère comme un oiseau qui se perche, puis elle se relâcha entièrement, laissant le poids de son petit corps tomber contre cette femme qui sentait le savon et l'anis. Manon cessa de chanter et resta immobile, sentant le cœur de la fillette battre rapidement contre son bras, et elle écouta quand Claire murmura d'une voix brisée par tant de pleurs, un seul mot qui changea tout entre elles. « Reste ». Ce n'était pas une demande, ce n'était pas un ordre, c'était une reddition. C'était une fillette de 6 ans, disant avec le seul mot qu'elle put prononcer, qu'elle ne supportait plus de perdre d'autres personnes, qu'elle ne supportait plus d'attendre à la fenêtre, que si cette femme partait comme sa mère était partie, elle ne survivrait pas à nouveau. Manon serra la fillette contre sa poitrine, et pleura avec elle en silence, car il y a des douleurs qui ne s'estompent que lorsqu'on les partage avec quelqu'un qui comprend. L'aube trouva les deux endormis sur le sol de la cuisine, appuyés contre le mur, Claire enroulée sur les genoux de Manon comme un chiot qui avait enfin trouvé refuge. Antonin dormait dans le berceau à côté, sa respiration plus calme, la fièvre visiblement plus basse. C'est ainsi que Géraud les trouva quand il arriva avec le médecin du village, presque au lever du soleil, trempé de pluie et de boue, le cheval épuisé. Il s'arrêta à la porte de la cuisine et resta à regarder cette scène sans pouvoir bouger, car ce qu'il voyait n'était pas une employée s'occupant d'enfants qui n'étaient pas les siens, c'était une mère tenant ses enfants comme s'ils étaient la chose la plus précieuse du monde. Le médecin examina Antonine, dit que c'était une inflammation de la gorge, que la fièvre allait céder avec les tisanes et les compresses que Manon faisait déjà, que la jeune femme avait bien agi et que l'enfant irait mieux en quelques jours. Géraud remercia le médecin, paya la visite avec du fromage et du beurre car l'argent était rare, et quand ils furent à nouveau seuls, il regarda Manon avec une clarté qu'il n'avait pas ressentie depuis la mort de Rose. À ce moment-là, agenouillé à côté de la chaise où Manon était maintenant assise avec Claire toujours endormie sur ses genoux, Géraud comprit que la question de la ressemblance avec Rose était la mauvaise question. Peu importait si Manon ressemblait à Rose ou à n'importe qui d'autre au monde. L'important, c'était qu'elle était restée, qu'à l'heure la plus sombre, quand il n'était pas là, elle avait tout tenu seule. Elle avait tenu la maison, elle avait tenu le bébé malade, elle avait tenu la fillette en morceaux. Et cela n'était pas l'œuvre de quelqu'un qui ressemble à quelqu'un, c'était l'œuvre de quelqu'un qui est quelqu'un. Il ne dit rien car il n'avait pas encore trouvé les mots justes, mais il toucha la main de Manon du bout de ses doigts cailleux et elle leva ses yeux fatigués. Et ce qui se passa entre ces deux regards fut plus que ce qu'aucune phrase ne pourrait contenir. Quelque chose changea dans cette ferme après cette nuit, et ce ne fut pas une chose que l'on pouvait voir avec les yeux. Mais cela se sentait dans l'air comme on sent la pluie avant qu'elle ne tombe. Géraud se réveilla différent le lendemain matin, avec une fermeté dans le regard que Manon ne lui connaissait pas. Une décision qui semblait être née pendant la chevauchée dans l'obscurité et avoir mûri en voyant les deux femmes de sa vie dormir sur le sol de la cuisine. Il prit son café en silence. Il regarda Claire, qui pour la première fois depuis des semaines, s'assit à côté de Manon à table et mangea son pain de campagne sans se plaindre. Il regarda Antonin, qui montrait déjà des signes d'amélioration dans son berceau, les joues moins rouges, puis il se leva, mit son chapeau et dit qu'il allait au village pour régler quelques affaires. Il n'expliqua pas de quelles affaires il s'agissait, et Manon ne demanda pas, car elle avait appris que Géraud était un homme qui parlait par des actes et non par des promesses. Ce que Géraud fit ce matin-là, tout le village le sut avant midi. Il se rendit directement à la chapelle et chercha le père Benoît, un homme mince aux cheveux blancs et aux yeux doux, qui connaissait Géraud depuis l'enfance et avait baptisé ses deux enfants, célébré son mariage avec Rose et confié son corps à la terre. Géraud s'assit sur le banc de devant de l'église vide
et raconta tout au père avec l'honnêteté brute de celui qui ne sait pas embellir les choses. Il lui raconta l'histoire de Manon, de l'arrangement de travail, de l'amélioration des enfants, de la visite de Madame Geneviève et des rumeurs. Et il lui raconta aussi, la voix plus basse, et les mains serrant son chapeau sur ses genoux, qu'il ressentait pour cette femme quelque chose qu'il ne s'attendait pas à ressentir de nouveau et qu'il ne savait pas s'il avait le droit de ressentir. Le père Benoît écouta tout sans interrompre, comme le font les hommes qui ont appris qu'écouter est plus important que conseiller. Et quand Géraud eut fini, le père resta un instant silencieux, regardant le crucifix de l'autel avant de parler. Ce que le père dit fut simple, et Géraud porta ces mots pour le reste de sa vie. Il dit que le deuil n'est pas une prison et que Dieu n'a pas inventé la nostalgie pour empêcher quiconque de vivre. Que honorer ceux qui sont partis, ce n'est pas se flétrir avec eux, c'est rester debout en prenant soin de ceux qui restent. Il dit que Rose avait été une bonne épouse et une bonne mère, mais qu'elle était avec Dieu et que les enfants étaient sur terre, ayant besoin de soins vivants et non d'un hommage mort. Il dit que si Manon était une femme de bien, et si Géraud ressentait dans son cœur ce qu'il disait de sa bouche, alors qu'il fasse les choses correctement, qu'il l'épouse devant Dieu et la communauté, qu'il lui donne le respect d'une épouse et non la honte d'une femme installée. Géraud sortit de l'église le cœur plus léger qu'il n'y était entré et se rendit à sa deuxième visite de la journée. Il arrêta la charrette devant le magasin de Madame Geneviève au moment où l'activité était à son comble, avec une demi-douzaine de personnes achetant et discutant sur le trottoir. Madame Geneviève le vit arriver et se redressa derrière le comptoir, prête pour l'affrontement qu'elle savait imminent. Mais ce que Géraud fit la prit par surprise. Il ne cria pas, n'accusa pas, ne menaça pas. Il entra calmement dans le magasin, ôta son chapeau par politesse et parla d'une voix suffisamment forte pour que tous ceux présents entendent. Il dit que Madame Geneviève avait été la voisine de Rose et qu'il respectait cela, mais que le respect s'arrêtait là où commençait l'ingérence. Il dit que Manon était une femme honorable qui avait sauvé ses enfants de la faim et de grandir sans soin, qu'elle avait fait plus pour cette famille en quelques semaines que tout le village en une année de veuvage, car personne, pas même Madame Geneviève, avec toute la préoccupation qu'elle prétendait avoir, n'était venu l'aider quand il sombrait. Le silence dans le magasin était à couper au couteau. Madame Geneviève ouvrit la bouche pour répondre, mais Géraud continua. Il dit qu'il allait épouser Manon, que le père Benoît était déjà au courant, et que les bans seraient lus le dimanche, et que quiconque voudrait parler pouvait le faire à sa guise, car les commérages n'avaient jamais empêché le mariage de gens décents. Il dit tout cela en regardant Madame Geneviève dans les yeux, avec une fermeté qui n'admettait aucune réplique. Puis il remit son chapeau. Il fit ses achats au comptoir, paya exactement et sortit. Les gens dans le magasin se regardèrent sans savoir quoi dire. Et Madame Geneviève, pour la première fois depuis des années, resta sans réponse, non pas parce qu'il lui manquait des mots, mais parce qu'au fond de cette poitrine couverte de chapelets et de jugements, quelque chose reconnaissait que Géraud avait raison. Elle n'était pas venue aider. Aucune d'elles ne l'avait fait, et parfois la vérité blesse plus que n'importe quelle offense. Géraud revint à la ferme au début de l'après-midi et trouva Manon dans le potager, à genoux dans la terre, désherbant entre les plants de choux avec Antonin assis sur une couverture à côté, et Claire, pour la première fois jouant près d'elle, pas juste à côté, mais près, ce qui était déjà une énorme victoire. Il descendit de la charrette, marcha jusqu'au potager et resta un instant à contempler cette scène, la gravant dans sa mémoire, car il savait que tout allait changer et il voulait se souvenir de ce que c'était avant que cela ne change. Manon leva les yeux et vit quelque chose de différent sur son visage, une légèreté qu'elle ne lui connaissait pas, et elle resta à attendre sans se lever, les mains sales de terre et le cœur battant sans en savoir la raison. Géraud s'agenouilla devant elle, là même dans le potager, entre les plants de choux et de ciboulette, avec l'odeur de terre mouillée montant autour, et parla de la seule manière qu'il connaissait, sans fioriture, sans discours, sans genoux à terre, comme dans les romans qu'il n'avait jamais lus. Il dit qu'il était allé au village parler au curé, et qu'il voulait l'épouser si elle acceptait. Il dit qu'il ne pouvait pas promettre le monde parce que son monde à lui était petit, ce n'était que cette ferme, ce bétail, ses enfants, mais que tout cela, il le partageait de tout cœur. Il dit qu'il savait qu'elle était arrivée là ne demandant qu'un dîner et un toit, et qu'il était incapable d'offrir de belles paroles, mais qu'il pouvait offrir un nom de famille, un vrai foyer, et la certitude qu'elle n'aurait plus jamais besoin de dormir sans savoir où se réveiller. Manon le regarda, les yeux remplis de larmes et la bouche tremblante, et pendant un long moment elle ne dit rien, car les mots étaient tous entassés dans sa gorge sans pouvoir sortir en ordre. Puis elle demanda d'une voix brisée s'il voulait l'épouser elle-même, Manon, et non le souvenir d'une autre personne. Géraud comprit le poids de cette question, et tint son visage entre ses grandes mains encore poussiéreuses du chemin. Il regarda dans ses yeux bruns qui n'étaient pas les mêmes que ceux de Rose, car ceux de Rose étaient clairs,
et son nez qui n'était pas le même car celui de Rose était fin, et sa bouche qui n'était pas la même car celle de Rose était plus petite. Et il dit qu'il la regardait, elle seule, que c'était Manon qui avait rallumé le foyer de sa maison. C'était Manon qui avait appris à son fils à dormir. C'était Manon qui avait tenu sa fille sur le sol de la cuisine quand le monde s'écroulait, et que c'était avec Manon qu'il voulait vieillir sous ce porche. Elle dit oui, sans prononcer le mot, car le oui sortit sous forme de pleurs et de rires en même temps, et Claire, qui était suffisamment proche pour tout entendre, regarda de loin avec ce sérieux qui était sa marque de fabrique. Manon regarda la fillette et tendit sa main salie de terre, sans obliger, sans tirer, seulement offrant comme elle l'avait fait depuis le premier jour. Claire resta immobile un instant qui sembla durer tout le temps du monde. Puis elle marcha lentement, pas à pas, et tint la main de Manon avec ses petits doigts serrant fort. Elle ne dit rien, elle n'en avait pas besoin. Géraud regarda les deux mains entrelacées et sut que c'était la bénédiction manquante, plus importante que celle du curé, plus importante que celle du village entier. Le mariage fut fixé pour 3 semaines plus tard. Assez de temps pour les bans et pour que Manon couse une robe décente avec du tissu que Géraud acheta au village. Le père Benoît lut les bans les 2 dimanches suivants, et personne ne se présenta pour s'y opposer. Bien que Manon fût sûre que Madame Geneviève serait au premier rang pour faire objection, mais Madame Geneviève n'apparut pas à l'église les 2 dimanches. Et Manon sut plus tard, par la bouche de Monsieur Norbert, que la propriétaire du magasin s'était tue depuis le jour où Géraud lui avait parlé et que certaines des voisines avaient commencé à changer de ton, disant qu'après tout, le veuf avait raison et que personne n'était allé l'aider quand il en avait besoin. Les gens sont ainsi, mes amis. Ils se tournent là où le vent tourne. Et parfois, il suffit qu'une personne dise la vérité à voix haute pour que le château des Ragot s'écroule entièrement. Le jour du mariage se leva avec ce ciel pur de septembre que seule la campagne connaît. Un bleu si beau qu'il en faisait mal, avec un vent tiède qui apportait l'odeur des fleurs d'oranger du potager. La cérémonie serait simple dans la petite chapelle du village avec peu d'invités. Monsieur Norbert serait témoin du côté de Géraud, et la femme de l'ouvrier agricole le plus ancien de la ferme serait la marraine de Manon, car elle n'avait pas de famille pour occuper cette place. Manon se prépara dans la petite chambre du fond, qui cesserait bientôt d'être la sienne. Elle enfila sa nouvelle robe en coton brut, avec un petit col en dentelle qu'elle avait elle-même brodé les soirs après que les enfants s'étaient endormis. Elle se tressa les cheveux avec des fleurs d'oranger que Claire avait cueillies dans le potager. Et ce fut précisément ce détail qui fit pleurer Manon avant la cérémonie. Les fleurs étaient apparues sur son lit très tôt le matin, sans mots, sans explication. Mais Manon savait que c'était Claire, car personne d'autre ne se réveillait avant le soleil dans cette maison. Dans l'église, Géraud attendait avec le costume qui ne sortait de la malle qu'en occasion spéciale. Le même qu'il avait porté pour épouser Rose, et il ne le cacha ni ne s'en excusa, car pour Géraud, porter ce costume n'était pas répéter le passé, c'était montrer que la vie continue sur les mêmes fondations et que cela n'enlève rien à personne. Quand Manon entra dans la chapelle, tenant un bouquet de fleurs des champs, Claire marchant à ses côtés, avançant la tête haute, car elle n'avait pas de père pour lui donner le bras, mais elle avait la dignité de marcher seule. Géraud sentit ses yeux lui piquer, et il n'en eut pas honte. Le père Benoît célébra la cérémonie avec des mots qui parlaient de recommencer et de courage, de mains qui se tendent dans l'obscurité et en trouvent d'autres. Et quand il les déclara mari et femme, Claire, assise sur le premier banc avec Antonin sur ses genoux, fit quelque chose que personne dans cette église n'attendait. Elle sourit, un petit sourire, presque invisible, mais c'était le premier sourire de cette fillette en plus d'1 an. Et ceux qui la virent sentirent que quelque chose se passait là qui allait au-delà d'un mariage. C'était une famille qui se reconstruisait avec un nouveau fil sur une vieille toile. La fête eut lieu à la ferme avec la table dressée dans la cour à l'ombre du grand arbre, une nourriture simple et abondante que Manon avait préparée les jours précédents avec l'aide des voisines qui avaient finalement accepté la situation. Il y eut du riz de fête, du poulet en sauce, des haricots, du pain sucré, de la confiture de lait et du café filtré à l'heure. Les quelques invités mangèrent et discutèrent jusqu'au coucher du soleil. Et quand ils partirent, la ferme retrouva ce bon silence de maison, pleine de paix. Manon rangeait les assiettes dans la cour quand elle sentit quelqu'un lui tirer le bord de sa robe. Elle baissa les yeux et vit Claire avec un papier plié à la main, le lui tendant avec cette solennité qu'ont les enfants quand ils font quelque chose qu'ils considèrent très important. Manon s'accroupit et prit le papier. Elle le déplia lentement, et ce qu'elle y trouva lui fit fléchir les jambes. C'était une recette écrite d'une écriture ronde et incertaine d'enfant qui apprend encore, pleine d'erreurs et de taches d'encre, mais parfaitement lisible. Gâteau à la crème avec confiture de fruits. Manon regarda Claire sans comprendre, le cœur battant si fort qu'il semblait vouloir sortir de sa poitrine. Et la fillette expliqua de cette manière précipitée des enfants qui ont beaucoup à dire et peu de pratique pour le faire. Elle raconta qu'elle avait vu Manon regarder le carnet de recettes de nombreuses nuits,
passant son doigt sur cette page déchirée, et qu'un jour elle avait demandé à Madame Geneviève au magasin si elle connaissait la recette du gâteau à la crème avec confiture de fruits, parce que Madame Geneviève avait un vieux carnet de recettes qui était celui de sa mère. Madame Geneviève, dont personne ne s'attendait à ce qu'elle aide en quoi que ce soit, chercha dans le carnet. Elle trouva une recette similaire et la dicta à Claire pour qu'elle la copie un après-midi, où la fillette était allée au village avec Géraud. L'enfant avait gardé le papier sous son oreiller pendant des jours, attendant le bon moment, et elle décida que le mariage était le moment, car le mariage est un jour de cadeau, et c'était le cadeau qu'elle voulait offrir. Manon tint ce papier comme on tient une relique sacrée, et les larmes tombèrent sans permission, épaisses et chaudes, mouillant la nouvelle robe et la recette, et les mains de Claire qu'elle serra entre les siennes. Ce n'était pas seulement une recette, mes amis, c'était le pont manquant. C'était la fillette qui disait qu'elle acceptait Manon non pas comme un substitut de sa mère, mais comme quelqu'un de nouveau à aimer. C'était la page manquante dans le carnet et dans la vie. Et c'était Madame Geneviève là, bas au village, avec tous ses défauts et toute sa langue acérée, montrant que sous le jugement, il existe parfois un cœur qui sait faire ce qu'il faut quand un enfant le lui demande. Géraud les trouva toutes les deux enlacées dans la cour. Manon à genoux tenant Claire contre sa poitrine, toutes deux pleurant et riant, et il s'agenouilla à leur côté et les enveloppa dans une étreinte qui incluait aussi Antonin dormant dans le hamac et le souvenir de Rose, qui n'avait pas besoin d'être oublié pour que la vie continue. Les mois qui suivirent le mariage furent faits d'apprentissage et de liens qui se resserrèrent. Manon cessa d'être la jeune femme qui aidait et devint la maîtresse de maison pour de vrai, celle qui décidait du menu, qui gérait le garde-manger, qui négociait le prix du tissu au magasin, qui donnait son avis sur où semer et quand récolter. Géraud découvrit que partager les décisions n'était pas une faiblesse, c'était de l'intelligence, car Manon avait un sens pratique qu'il admirait et un courage à oser qu'il n'aurait pas eu seul. La ferme grandit en ces mois, comme elle n'avait pas grandi depuis des années. Ils achetèrent plus de poules, agrandirent le potager, vendirent du fromage à la foire, avec un bénéfice qui permit de réparer le toit et de changer les vieilles fenêtres par des fenêtres en verre qui laissaient entrer le soleil le matin. Antonin grandit fort et en bonne santé. Il devint un enfant éveillé qui courait après les poules et appelait Manon maman avec la naturalité de celui qui n'en avait jamais connu d'autre. Claire s'ouvrit lentement comme une fleur qui a besoin de temps et de patience. Et peu à peu, elle cessa d'être la vieille enfant qui épluchait les pommes de terre en silence pour redevenir une petite fille jouant dans le potager, inventant des histoires, riant de choses stupides. Et une nuit de pleine lune, Manon réalisa que Claire n'allait plus à la fenêtre de la cuisine attendre le retour de sa mère. La fillette dormait toute la nuit, tranquille. Et ce fut la plus grande victoire que Manon conquit dans cette maison, plus grande que n'importe quelle récolte ou réparation. Monsieur Norbert, le voisin qui vivait seul à ruminer son propre veuvage, commença à fréquenter la ferme plus régulièrement après le mariage. Il venait pour le déjeuner du dimanche que Manon préparait avec un soin de fête et restait tout l'après-midi sous le porche à discuter avec Géraud et à jouer avec les enfants d'une manière maladroite de celui qui n'a pas l'habitude, mais en a envie. Manon remarquait que le vieil homme changeait, que la cohabitation avec une famille vivante dégelait quelque chose en lui que la solitude avait endurci. Lors d'un de ces dimanches, Monsieur Norbert confessa à Géraud, la voix nouée par l'eau-de-vie et l'émotion, qu'il s'était trompé en s'enfermant dans le deuil pendant tant d'années, que son épouse n'aurait pas voulu le voir se consumer seul dans une maison trop grande, et que voir Géraud avoir le courage de recommencer avait été une gifle et une leçon à la fois. Géraud ne dit rien, il remplit simplement le verre du vieil homme à nouveau, car à la campagne, il y a des choses qui se disent mieux dans le silence partagé que dans n'importe quel discours. 1 an et demi après le mariage, par un après-midi d'été où la chaleur faisait trembler l'air sur la terre, Manon appela Géraud à s'asseoir sous le porche et lui raconta, les mains tremblantes sur ses genoux, qu'elle attendait un enfant. Géraud resta immobile un instant avec l'expression vide de celui qui reçoit une nouvelle trop grande pour que son visage l'exprime. Et puis, il sourit d'une manière que Manon ne lui avait jamais vue auparavant. Un sourire entier, sans ombre, sans réserve, sans aucun fantôme derrière. Il l'étreignit là même sous le porche, avec la force de celui qui embrasse la preuve que la vie ne s'est pas rendue avec lui. Et Manon acquiesça dans l'étreinte de ses bras que la question de la ressemblance avec Rose était morte une bonne fois pour toutes, enterrée par tout ce qu'ils avaient construit ensemble. L'enfant naquit au printemps suivant, un petit garçon qu'ils appelèrent Antoine en l'honneur du père de Manon, que le chemin avait emporté trop tôt, mais qu'elle n'oublia jamais. Madame Geneviève envoya en cadeau un ensemble de layettes tricotées à la main, avec une courte note disant simplement pour l'enfant avec des vœux de bonne santé. Et Manon garda cette note avec la recette que Claire avait copiée, car c'était des preuves que les gens peuvent changer quand le temps et la vérité font leur travail. Les années passèrent avec la hâte qu'ont les années quand la vie est vécue vraiment.
Antonin grandit et devint un jeune homme travailleur qui aidait son père au champ, avec la même discrétion silencieuse que Géraud. Claire devint une jolie jeune femme studieuse qui apprit à lire avec le père Benoît et enseigna ensuite aux enfants du voisinage sous le grand arbre de la cour, car le village n'avait pas d'école, et elle décida qu'elle le ferait. Antoine, le plus jeune, grandit en entendant qu'il avait 2 parents au ciel, grand-père Muletier et tante Rose qui gardaient les étoiles, et il ne sentit jamais que cette famille rapiécée était moins famille que n'importe quelle autre. La ferme prospéra au point de devenir la plus grande de la région, avec de bons pâturages, du bétail gras, un potager qui donnait des fruits toute l'année et une grande maison aux fenêtres ouvertes, où il y avait toujours des gens à table et de la nourriture sur le foyer. Monsieur Norbert passa ses dernières années à fréquenter cette maison comme s'il était un grand-père emprunté. Et quand il mourut de vieillesse une nuit d'hiver, ce fut Géraud qui s'occupa de l'enterrement et Manon qui cuisina pour la veillée. Car une vraie famille n'est pas seulement celle du sang. Longtemps après, quand les cheveux de Géraud étaient devenus complètement blancs et que les mains de Manon portaient les marques de toute une vie de travail, tous deux s'assirent sous le même porche où tout s'était décidé. Le soleil descendait derrière les collines, peignant le ciel de cet orangé que seule la campagne connaît. Et la ferme autour était vivante, avec le bruit des petits-enfants courant dans la cour et l'odeur du café se filtrant dans la cuisine. Claire, qui était maintenant une femme accomplie avec sa propre famille, était venue en visite avec ses enfants. Antonin était dans l'enclos avec son père, montrant à son fils aîné comment traire une vache. Antoine envoyait des lettres de la ville où il était allé étudier, et chaque lettre contenait un morceau de nostalgie et la promesse de revenir. Manon regarda tout cela, la maison qu'elle avait trouvée morte et aidée à ressusciter, le jardin qu'elle avait planté, le potager qui avait grandi et sentit une paix si grande qu'elle en était belle à en souffrir. Géraud lui prit la main comme il le faisait tous les après-midi sous ce porche, entrelaçant ses doigts cailleux avec les siens, et lui demanda si elle se souvenait du jour où elle était arrivée. Manon sourit et dit qu'elle se souvenait de tout, du foyer froid, du bébé qui pleurait, de la fillette sérieuse dans la cour et de l'énorme peur qu'elle avait ressentie d'être renvoyée le matin. Géraud hocha lentement la tête et dit que sa peur ce jour-là était autre. C'était la peur d'accepter de l'aide, d'admettre qu'il ne pouvait pas y arriver seul, de laisser quelqu'un entrer dans une maison qu'il avait verrouillée avec la douleur. Manon appuya sa tête sur son épaule et murmura doucement la phrase qu'elle avait prononcée tant d'années auparavant. « Si vous me laissez rester, je peux préparer le dîner. » Géraud rit de ce rire grave et rauque d'homme âgé, qui avait déjà pleuré tout ce qu'il avait à pleurer, et ne savait plus que rire. Il répondit qu'elle avait fait bien plus que le dîner, qu'elle avait fait la maison entière, la famille entière, la vie entière. Et Manon lui serra la main et dit qu'elle ne l'avait pas fait seule, qu'il avait laissé le portail ouvert cet après-midi-là, et que parfois, c'est cela que Dieu nous demande. Pas de grande prouesse, pas de miracle, seulement que l'on ouvre le portail quand quelqu'un a besoin d'entrer. Et ainsi se termine cette histoire, mes amis, qui n'est pas un amour à première vue, pas une passion qui naît dans un éclair et meurt dans la tempête. C'est un amour qui se construit au foyer allumé à l'aube, dans la main qui soutient un enfant une nuit de fièvre, dans l'assiette servie à l'heure exacte, dans le silence qui en dit plus qu'un discours. Géraud et Manon, qu'importe le nom, car cette histoire se produit chaque fois que quelqu'un a le courage de tendre la main et que quelqu'un a le courage de l'accepter. Si cette histoire vous a touché le cœur comme elle m'a touché en la racontant, laissez-moi un pouce bleu maintenant. Abonnez-vous ici à la chaîne Contes d'autres temps. Activez la clochette et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre que recommencer n'est pas une faiblesse. C'est la chose la plus courageuse qui soit. Dites-moi en commentaire quel a été le moment qui vous a le plus serré le cœur. Était-ce le cri de Claire sur le sol de la cuisine? Était-ce la demande en mariage dans le potager? Ou était-ce ce papier plié avec la recette que la fillette avait gardée sous son oreiller? Je veux savoir ce qui est resté dans votre cœur. Et rappelez-vous toujours, parfois on croit ne demander qu'un plat de nourriture, mais Dieu sait que ce dont on a vraiment besoin, c'est d'un foyer. À la prochaine histoire, restez avec Dieu et qu'il bénisse votre maison, tout comme il a béni celle de Géraud et Manon.